Le paysage spirituel de l'Espagne évolue lentement et personne n'y prête attention. Permettez-moi de vous ramener à un dimanche matin tranquille à Madrid en octobre dernier. La basilique Sainte-Croix de la Vallée des Morts, le monstrueux monument au fascisme de Franco, sculpté dans le granit des montagnes de Guadarrama, était censé être vide. Le gouvernement Sich avait passé des années à nettoyer le site de sa symbolique franquiste, enlevant la dépouille du dictateur en 2019, en le renommant « lieu de réconciliation », et en le dépouillant de ses fonctions religieuses. Mais ce matin-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un petit groupe de fidèles âgés, certains octogénaires, se sont rassemblés à l'entrée de la basilique, tenant à la main des chapelets et de vieux livres de prière. Ils n'étaient pas là pour une cérémonie sanctionnée par l'État. Ils étaient là pour prier pour Franco, pour le passé catholique de l'Espagne, pour un monde qui leur semblait en train de disparaître. Les médias l'ont à peine remarqué. Quelques médias locaux ont publié de brefs articles sur les « extrémistes nostalgiques », mais la conversation nationale a continué en quelques heures. Et c'est là, je dirais, la vraie histoire ici, non pas la poignée de vieillards priant dans l'ombre d'un régime discrédité, mais le fait que les plaques tectoniques spirituelles et culturelles de l'Espagne évoluent d'une manière que ni le gouvernement ni la grande presse ne semblent disposés à reconnaître. J'ai passé les 2 dernières décennies à étudier l'intersection de la religion, du nationalisme et de la géopolitique en Europe, et ce qui se passe actuellement en Espagne est l'une des transformations les plus sous-estimées et pourtant lourdes de conséquences sur le continent. Il ne s'agit pas seulement du déclin du catholicisme. Il s'agit de la montée de quelque chose de bien plus fracturé, d'une société post-laïque où les anciennes identités sont transformées en armes, de nouvelles alliances se forment et l'idée même de ce que signifie être Sich est renégociée en temps réel. Et si vous pensez qu'il ne s'agit que d'un problème national, vous passez à côté d'une vision d'ensemble. Le réalignement spirituel de l'Espagne a des implications pour l'OTAN, pour la cohésion culturelle de l'UE, pour la compétition mondiale entre le libéralisme laïque et le traditionalisme renaissant, et, plus important encore, pour la capacité des États-Unis à maintenir leur influence en Europe du Sud. Commençons donc par le récit officiel, celui que vous avez probablement entendu, si vous avez entendu quelque chose. L'Espagne officielle se sécularise, et c'est une bonne chose selon le gouvernement Sich, la Commission européenne et la plupart des grands médias. Le paysage religieux espagnol suit une sécularisation régulière, prévisible, voire souhaitable, le déclin du pouvoir politique de l'Église catholique et la montée d'une société moderne et pluraliste. Les données semblent soutenir cela. Une enquête réalisée en 2023 par le Centre de recherche sociologique a révélé que seulement 18,5% des Cia assistent à la messe au moins une fois par mois, contre 40% en 1992. Le nombre de catholiques auto-identifiés est passé de 80% dans les années 1980 à un peu plus de 50% aujourd'hui, les « non-religieux » étant désormais le 2e groupe en importance avec 39%. L'influence de l'Église sur l'éducation, les soins de santé et la politique sociale a diminué, et l'Espagne a adopté certaines des lois les plus progressistes d'Europe sur des questions comme le mariage homosexuel, l'avortement et l'euthanasie. Le message du gouvernement est que l'Espagne va de l'avant, laissant derrière elle les jours sombres de la théocratie franquiste et se tournant vers un avenir radieux et laïque. Le Premier ministre Pedro Sánchez a présenté cela comme un impératif moral. Dans un discours prononcé en 2022, il a déclaré « L'Espagne n'est plus un pays où l'Église dicte la morale. Nous sommes une société moderne, diversifiée et libre. » L'Union européenne a fait écho à ce sentiment, présentant l'Espagne comme un modèle de laïcisation réussi sur un continent où la religion est de plus en plus considérée comme une relique du passé. Mais voici le problème, c'est incomplet, à certains égards, dangereusement trompeur. Car si l'Espagne se sécularise, elle ne le fait pas de la manière nette et linéaire que le suggère l'histoire officielle. Le déclin du catholicisme institutionnel n'a pas conduit à une marche triomphale vers une laïcité libérale. Au lieu de cela, cela a créé un vide et la nature, comme on dit, a horreur du vide. Ce qui remplit cet espace n'est pas seulement l'athéisme ou l'agnosticisme indifférent. Il s'agit bien plus d'une résurgence des politiques identitaires spirituelles et culturelles, d'une fragmentation des systèmes de croyances, ce qui est le plus inquiétant, d'une polarisation croissante entre ceux qui veulent effacer complètement le passé catholique de l'Espagne et ceux qui voient ce passé comme le dernier rempart contre ce qu'ils perçoivent comme un anéantissement culturel. Laissez-moi vous dire ce qui se passe réellement. Les faits cachés derrière le changement spirituel de l'Espagne. Parlons d'abord des chiffres.
Oui, la fréquentation des églises est en baisse. Oui, le nombre de catholiques auto-identifiés est en baisse. Mais voici ce que dit le récit officiel, le déclin du catholicisme n'est pas remplacé par la seule laïcité. Elle est remplacée par des spiritualités alternatives, dont certaines sont bien plus politiquement chargées que ne l'a jamais été l'ancienne Église. Prenez la montée du protestantisme évangélique. Au cours de la dernière décennie, l'Espagne a connu une augmentation de 50% du nombre d'églises évangéliques, avec aujourd'hui environ 1,5 million de fidèles. Il ne s'agit pas seulement de groupes d'études bibliques discrets. Beaucoup de ces communautés sont profondément conservatrices, opposées à l'avortement, aux droits LGBTQ+, et à ce qu'elles considèrent comme la « décadence morale » de l'Espagne moderne. Ils sont aussi de plus en plus politiques. En 2023, l'Alliance évangélique SICH a ouvertement fait campagne contre la « loi trans » du gouvernement, qui permet aux mineurs de changer de sexe légal sans le consentement de leurs parents. C'est nouveau. Pendant la majeure partie de l'histoire moderne de l'Espagne, les évangéliques constituaient une infime minorité apolitique. Aujourd'hui, ils constituent une force croissante et s'alignent sur le parti de droite Vox, qui a fait de l'opposition à l'idéologie du genre un élément central de son programme. Ensuite, il y a la montée de la spiritualité New Age et des mouvements syncrétiques. Les studios de yoga, les centres de méditation et les retraites, bien-être, sont en plein essor dans les grandes villes espagnoles. Mais encore une fois, il ne s'agit pas seulement de paix intérieure. Beaucoup de ces mouvements importent des idées des guerres culturelles américaines, rhétorique anti-vaccin, théorie du complot sur les élites mondiales, et une profonde méfiance à l'égard des institutions. En 2022, une enquête a révélé que 12% des siards croyaient à une forme de théorie du complot adjacente à QAnon, contre seulement 3% en 2018. Ce n'est pas de la laïcité. C'est l'anarchie spirituelle. Mais le changement le plus significatif est celui qui devrait le plus inquiéter les décideurs politiques et la politisation du catholicisme lui-même. L'Église en Espagne n'est plus une institution monolithique. Il est divisé entre les évêques progressistes qui soutiennent les réformes du pape François et les factions traditionalistes qui le considèrent comme un hérétique. Ces traditionalistes ne sont pas de simples vieillards des paroisses rurales. Ils sont jeunes, instruits et de plus en plus radicaux. En 2021, un groupe de militants catholiques a pris d'assaut un théâtre de Madrid lors de la représentation d'une pièce qu'ils jugeaient blasphématoire, en criant « Vive le Christ roi », un slogan aux profondes racines franquistes. Le gouvernement a condamné l'incident, mais le fait qu'il se soit produit témoigne d'un militantisme croissant parmi une partie des catholiques de SICH. C'est ici que cela devient intéressant. La droite SICH en particulier Vox a saisi cette fragmentation spirituelle comme une opportunité politique. Le leader de Vox, Santiago Abascal, a présenté la montée de son parti comme une défense de la civilisation chrétienne, contre l'islamisation et le marxisme culturel. Il ne parle pas seulement d'immigration ou de politique économique. Il parle d'identité. Et ça marche. Aux élections de 2023, Vox a remporté 15% des voix, ce qui en fait le troisième parti en Espagne. Il ne s'agit pas simplement d'un vote de protestation. C'est le signe qu'une partie importante de l'électorat SICH recherche une alternative spirituelle et culturelle à la gauche laïque. Maintenant, laissez-moi tranquille, je ne dis pas que l'Espagne est au bord d'un renouveau théocratique. Mais je dis que le paysage spirituel du pays est bien plus complexe et instable que ne le suggère le récit officiel. Et cette volatilité a des conséquences géopolitiques. La géopolitique. Pourquoi le changement spirituel de l'Espagne est important pour Washington, Moscou et Pékin. Sortons un instant. Le réalignement spirituel de l'Espagne ne se produit pas en vase clos. Cela fait partie d'une lutte mondiale plus large entre trois visions concurrentes du XXIe siècle, la laïcité libérale, le traditionalisme renaissant et l'autoritarisme technocratique. L'Espagne se situe à l'intersection des trois. Premièrement, les États-Unis. Pendant des décennies, Washington a traité l'Espagne comme un allié fiable de l'OTAN et un modèle de laïcité européenne. Mais la fragmentation spirituelle de l'Espagne complique les choses. La montée de Vox et l'influence croissante des groupes catholiques évangéliques et traditionalistes créent des lignes de fracture potentielles dans l'engagement de l'Espagne envers les valeurs démocratiques libérales. Vox, par exemple, a appelé l'Espagne à quitter
l'agenda mondialiste de l'UE et a salué le Hongrois Viktor Orban comme un défenseur de l'Europe chrétienne. Ce n'est pas seulement de la rhétorique. Il s'agit d'un défi direct à l'ordre libéral dirigé par les États-Unis. Et puis il y a la Russie. Moscou cultive discrètement ses liens avec les mouvements traditionalistes et antilibéraux à travers l'Europe, et l'Espagne ne fait pas l'exception. En 2022, un tribunal de Sich a condamné un officier des renseignements russes pour avoir tenté d'infiltrer des groupes d'extrême droite en Catalogne. Le but ? Exploiter les divisions internes de l'Espagne et affaiblir son soutien à l'Ukraine. Les médias d'État russes, RT et Sputnik, ont également amplifié le message de Vox, décrivant le parti comme un rempart contre les « valeurs occidentales décadentes ». Ce n'est pas seulement de la propagande. Il s'agit d'une stratégie à long terme visant à éroder le flanc sud de l'OTAN. Et enfin, la Chine. Pékin ne se soucie pas de l'âme de l'Espagne, mais de sa position stratégique. L'Espagne est un nœud clé de l'initiative chinoise, la ceinture et la route, avec des investissements majeurs dans des ports comme Valence et Algésiras. La Chine courtise également l'élite des affaires espagnoles, en leur offrant des incitations économiques en échange d'une influence politique. Le résultat ? L'Espagne a été l'un des pays de l'UE les plus hésitants à affronter la Chine concernant les violations des droits de l'homme au Xinjiang ou sa répression à Hong Kong. Cette hésitation n'est pas seulement une question d'économie. Il s'agit d'un changement culturel plus large, un scepticisme croissant à l'égard du libéralisme occidental et une volonté d'explorer des modèles alternatifs de gouvernance. Voici en bas le paysage spirituel de l'Espagne ne se contente pas de changer. Cela devient un champ de bataille. Et les États-Unis, la Russie et la Chine luttent tous pour exercer leur influence d'une manière que la plupart des Siars et la plupart des Américains ne comprennent pas pleinement. Militaire et stratégique, que se passe-t-il lorsque les guerres culturelles deviennent mondiales ? Parlons maintenant des implications militaires et stratégiques de tout cela. Parce que si vous pensez que le changement spirituel de l'Espagne n'est qu'un problème culturel, vous passez à côté d'une vue d'ensemble. L'Espagne abrite deux des bases militaires les plus critiques de l'OTAN, la base navale de Rota, qui héberge les destroyers américains Aegis, et la base aérienne de Morón, une plaque tournante clé pour les opérations américaines en Afrique et au Moyen-Orient. Ces bases sont essentielles pour projeter la puissance américaine en Méditerranée et au-delà. Mais ils sont également vulnérables aux changements dans l'opinion publique de Sich. En 2021, un sondage a révélé que 42% des Siars s'opposaient à la présence de troupes américaines dans leur pays, contre 28% en 2015. Il ne s'agit pas seulement d'un anti-américanisme. Cela reflète une désillusion plus large à l'égard de l'ordre mondial dirigé par les États-Unis. Et si Vox ou une future coalition de droite gagnait plus de pouvoir, cette opposition pourrait se traduire par des pressions politiques pour réduire, voire éliminer la présence militaire américaine en Espagne. Ce n'est pas seulement une hypothèse. En 2023, Vox a présenté une motion au Parlement Sich appelant à une révision de l'accord de défense entre les États-Unis et l'Espagne, arguant que l'Espagne devrait récupérer sa souveraineté auprès des puissances étrangères. La motion a échoué, mais elle a clairement envoyé un message clair: le réalignement spirituel et culturel de l'Espagne a des conséquences militaires. Et il ne s'agit pas seulement des bases américaines. Les divisions internes de l'Espagne créent également des risques pour la sécurité. La montée du militantisme d'extrême droite comme la manifestation théâtrale de 2021 a suscité des inquiétudes concernant le terrorisme intérieur. En 2022, les services de renseignement de Sich ont averti que les groupes d'extrême droite se radicalisaient de plus en plus en ligne, certains individus se rendant en Ukraine pour combattre aux côtés des séparatistes soutenus par la Russie. Ce n'est pas seulement une question d'application de la loi. C'est une menace pour la sécurité nationale. C'est ici que cela devient encore plus compliqué. Le changement spirituel de l'Espagne affecte également ses relations avec l'Afrique du Nord. L'Espagne est la porte d'entrée de l'UE vers l'Afrique, et ses politiques en matière de migration, de lutte contre le terrorisme et d'énergie sont profondément liées à celles de ses voisins du Sud. Mais à mesure que l'identité culturelle de l'Espagne devient de plus en plus contestée, son approche du monde musulman devient également plus contestée. Vox a appelé à une politique d'immigration zéro, et a attisé les craintes d'une islamisation. Pendant ce temps, la gauche a plaidé pour des frontières plus ouvertes et une plus grande intégration des communautés musulmanes.
Il ne s'agit pas seulement d'un débat national. Il s'agit d'une question géopolitique, qui a des implications pour la stabilité de l'Europe et ses relations avec le Sud. Permettez-moi de dire que les États-Unis et leurs alliés ne sont pas préparés à ce qui se produirait si la fragmentation spirituelle de l'Espagne conduisait à une crise politique plus large. La dernière fois que l'Espagne a connu un bouleversement interne majeur, la crise de l'indépendance catalane de 2017, le pays a failli être déchiré. Imaginez si cette crise était aggravée par une guerre civile culturelle et religieuse. Les conséquences pour l'OTAN, pour l'UE et pour la stabilité mondiale seraient graves. La politique intérieure. Pourquoi les dirigeants espagnols ignorent le problème? Alors pourquoi personne à Madrid ou à Washington n'en parle-t-il? La réponse, comme toujours, dépend de la politique intérieure. En Espagne, le gouvernement de coalition de gauche dirigé par Pedro Sánchez a tout intérêt à minimiser la montée des politiques identitaires, spirituelles et culturelles. Le parti de Sánchez, le Parti socialiste ouvrier SIX, a misé sa réputation sur le fait d'être le parti de la modernité, du progrès et de la laïcité. Reconnaître que le paysage spirituel espagnol est de plus en plus fragmenté et plus radical obligerait le gouvernement à se confronter à des questions inconfortables concernant sa propre politique. Par exemple, le gouvernement de Sánchez a promu de manière agressive des lois supprimant les droits LGBTQ+, restreignant l'enseignement religieux dans les écoles et supprimant les symboles catholiques des espaces publics. Ces politiques ont été populaires auprès de la base de gauche, mais elles ont également aliéné une partie importante de l'électorat. La réponse du gouvernement ? Rejeter l'opposition comme étant arriérée ou fasciste. Ce n'est pas une stratégie. C'est une recette pour la polarisation. À droite, Vox a tout intérêt à amplifier les divisions spirituelles de l'Espagne. Tout le projet politique du parti repose sur l'idée que l'Espagne est attaquée par les élites mondialistes, les envahisseurs islamiques et les marxistes culturels. Plus le paysage spirituel espagnol se fragmente, plus Vox peut se positionner comme le seul parti capable de défendre l'Espagne chrétienne. Et ça marche. Lors des élections de 2023, Vox a remporté plus d'1 million de voix auprès de catholiques et d'évangéliques mécontents qui se sentent abandonnés par la droite dominante. Mais aucune des deux parties n'a de véritable plan pour gérer le changement spirituel de l'Espagne. La gauche est dans le déni et la droite exploite la crise pour obtenir des gains politiques à court terme. Ni l'une ni l'autre ne propose une vision de la manière dont l'Espagne peut gérer cette transition sans se déchirer. Et cela nous amène aux États-Unis. L'approche de Washington à l'égard de l'Espagne a également été à courte vue. Pendant des décennies, les États-Unis ont traité l'Espagne comme un allié stable et laïque, un partenaire junior au sein de l'OTAN et un électeur fiable au sein de l'UE. Mais cette hypothèse n'est plus valable. Le réalignement spirituel et culturel de l'Espagne crée de nouvelles lignes de fracture qui pourraient déstabiliser le pays, par extension, l'Alliance occidentale. Pourtant, les États-Unis n'ont pas de stratégie cohérente pour s'engager dans le changement d'identité de l'Espagne. La stratégie Pays intégrée 2023 du département d'État pour l'Espagne ne mentionne même pas la religion ou l'identité culturelle comme facteur dans les relations bilatérales. C'est une erreur. Parce que si les États-Unis ne commencent pas à prêter attention au changement spirituel de l'Espagne, ils pourraient un jour se réveiller et découvrir que leur plus important allié en Europe du Sud n'est plus sur la même longueur d'onde. Scénario: que se passe-t-il ensuite? Alors, où tout cela mène-t-il? Examinons 3 scénarios possibles, chacun avec son propre ensemble de risques et de probabilités. Scénario 1. Le triomphe laïque. Dans ce scénario, la sécularisation de l'Espagne se poursuit à un rythme soutenu et le pays réussit sa transition vers une société post-religieuse. L'influence de l'Église catholique continue de décliner, les mouvements évangéliques et traditionalistes restent marginaux et l'Espagne devient un modèle de laïcité européenne. Le gouvernement redouble d'efforts en faveur de politiques progressistes et les États-Unis maintiennent leurs relations solides avec Madrid. L'avantage ? Stabilité. L'Espagne reste un allié fiable au sein de l'OTAN et sa cohésion culturelle prévient les conflits internes. L'inconvénient ? Un sentiment croissant d'aliénation au sein des communautés religieuses espagnoles, qui pourrait alimenter la radicalisation. Et si la laïcité ne parvient pas à offrir une alternative convaincante à la spiritualité traditionnelle, l'Espagne pourrait être confrontée à des réactions négatives à l'avenir. Scénario 2, la guerre culturelle. C'est le scénario le plus probable.
La fragmentation spirituelle de l'Espagne s'approfondit et le pays devient de plus en plus polarisé selon des critères culturels et religieux. Vox gagne plus de pouvoir, la gauche redouble d'efforts sur la laïcité et le centre s'effondre. La politique espagnole devient un champ de bataille entre progressistes et traditionalistes, avec peu de marge de compromis. Les implications pour l'OTAN et l'UE sont graves. L'engagement de l'Espagne envers l'Alliance occidentale devient conditionnel et ses divisions internes en font un partenaire moins fiable. Les États-Unis se retrouvent pris entre le soutien d'un gouvernement de gauche hostile aux valeurs culturelles américaines et une opposition de droite sceptique à l'égard de l'OTAN. Ce scénario augmente également le risque de troubles intérieurs. Si la guerre culturelle espagnole devient violente comme ce fut le cas dans les années 1930, les conséquences pourraient être catastrophiques. Scénario 3. Le renouveau traditionnaliste. Dans ce scénario, le changement spirituel de l'Espagne prend un tournant radical vers le traditionnalisme. Une coalition de catholiques conservateurs, d'évangéliques et de nationalistes d'extrême droite accède au pouvoir et commence à faire reculer les politiques laïques. Le droit à l'avortement est restreint, les protections LGBTQ+ sont affaiblies et les relations de l'Espagne avec l'UE deviennent tendues. Les implications géopolitiques sont profondes. L'Espagne pourrait devenir une tête de pont pour l'influence russe et chinoise en Europe, alors que les mouvements traditionalistes s'alignent sur le programme antilibéral de Moscou. Les États-Unis seraient confrontés au soutien d'un gouvernement partageant leurs valeurs culturelles mais s'opposant à leurs intérêts géopolitiques, ou à la résistance d'un allié clé de l'OTAN. Ce scénario est le moins probable, mais c'est aussi le plus dangereux. Car si le réalignement spirituel de l'Espagne conduit à un en cas de rupture avec l'ordre international libéral, les répercussions se feraient sentir bien au-delà de la péninsule ibérique. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. L'Espagne n'est pas simplement un pays européen comme les autres, c'est une charnière géopolitique. Sa situation au carrefour de la Méditerranée et de l'Atlantique en fait un nœud essentiel du flanc sud de l'OTAN, une porte d'entrée pour les flux migratoires en provenance d'Afrique et une base potentielle pour les opérations d'influence de la Russie et de la Chine. Si le réalignement spirituel de l'Espagne penche vers le traditionalisme, il ne s'agirait pas simplement d'un changement de politique intérieure, il s'agirait d'une réorientation stratégique ayant des implications pour l'ensemble de l'Alliance occidentale. Aujourd'hui, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est à quel point Moscou surveille de près les fractures culturelles de l'Espagne. Depuis 2014, les médias d'État russes comme RT et Sputnik ont intensifié leur couverture en langue siche, amplifiant souvent les récits d'extrême droite et traditionalistes. En 2019, un rapport de l'agence de renseignement SICH, CNI, a averti que les campagnes de désinformation russes ciblaient spécifiquement les communautés catholiques et nationalistes d'Espagne, décrivant l'UE comme une institution impie et décadente et présentant la Russie comme le défenseur de l'Europe chrétienne. Il ne s'agit pas simplement de propagande, c'est un investissement à long terme visant à saper la cohésion de l'OTAN. Voilà le malaise, l'armée espagnole ressent déjà la pression de ces divisions. Les forces armées de SICH, autrefois bastion du professionnalisme, ont connu une politisation croissante. En 2021, un groupe de généraux à la retraite ont signé une lettre mettant en garde contre une « guerre civile » si la gauche poursuivait son programme de laïcisation. Si la lettre a été largement condamnée, elle a révélé un malaise plus profond au sein des rangs militaires. La marine SICH, en particulier, est un foyer de sentiments traditionnalistes, certains officiers exprimant ouvertement leur sympathie pour le programme nationaliste de Vox. Si le réalignement spirituel de l'Espagne s'accélère, nous pourrions assister à un scénario dans lequel l'armée deviendrait un acteur politique, ce qui ne s'est pas produit depuis le coup d'État manqué de 1981. Les États-Unis sont pris dans une impasse. D'une part, Washington a un intérêt stratégique à maintenir l'alignement de l'Espagne sur l'OTAN et l'UE. De l'autre, les conservateurs américains en particulier au sein du Parti républicain considèrent de plus en plus l'Espagne comme un allié potentiel dans la guerre culturelle mondiale. En 2022, une délégation de membres du Congrès américain, comprenant des personnalités d'extrême droite comme Marjorie Taylor Greene, a rencontré les dirigeants de Vox à Madrid, signalant une alliance transatlantique croissante entre les traditionalistes américains et SICH. C'est dangereux. Si les États-Unis commencent à traiter l'Espagne comme un allié culturel plutôt que comme un partenaire géopolitique, ils risquent de s'aliéner la gauche SICH, qui contrôle toujours des institutions clés comme le ministère des Affaires étrangères et les services de renseignement.
Reste ensuite la question de la Chine. Pékin étend discrètement son influence en Espagne, notamment dans les secteurs de la technologie et de l'énergie. Mais son véritable jeu est culturel. En 2020, le gouvernement chinois a financé la construction d'un institut Confucius à l'université de Grenade, l'une des institutions les plus prestigieuses d'Espagne. Ces instituts sont souvent accusés de promouvoir le soft power de Pékin, mais en Espagne, ils ont trouvé un public réceptif parmi les catholiques traditionalistes qui voient le confucianisme comme un rempart contre le libéralisme occidental. Si le paysage spirituel espagnol continue de s'orienter vers la droite, la Chine pourrait exploiter ses affinités culturelles pour approfondir son ancrage en Europe. Parlons maintenant de la Méditerranée. La position stratégique de l'Espagne en fait un acteur clé sur le flanc sud de l'OTAN, notamment pour contrer l'influence russe et chinoise en Afrique du Nord. Mais si le gouvernement espagnol devient plus nationaliste et moins engagé envers l'UE, sa volonté de coopérer avec les opérations de l'OTAN pourrait faiblir. Nous l'avons déjà vu dans la réticence de l'Espagne à soutenir pleinement l'Ukraine. Même si Madrid a fourni une certaine aide militaire, elle s'est montrée beaucoup moins enthousiaste que d'autres pays européens, invoquant des préoccupations de politique intérieure. Si le réalignement spirituel de l'Espagne conduit à une politique étrangère plus isolationniste, le flanc sud de l'OTAN pourrait devenir une vulnérabilité. La préoccupation militaire la plus immédiate concerne le rôle de l'Espagne dans le détroit de Gibraltar. Le détroit est l'un des points d'étranglement les plus stratégiquement importants au monde, et le contrôle de l'Espagne sur sa rive nord lui confère un levier important. Si le gouvernement espagnol devient plus nationaliste, il pourrait raviver d'anciennes tensions avec le Royaume-Uni à propos de Gibraltar, détournant ainsi l'attention de l'OTAN de menaces plus pressantes. En 2021, la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arantxa González Leia, a suggéré que Gibraltar pourrait être restitué au contrôle de SIJ dans le cadre d'un accord post-Brexit. Même si cette proposition a finalement été rejetée, elle a montré à quelle vitesse les ambitions territoriales de l'Espagne pourraient refaire surface si son paysage politique changeait. Le réalignement spirituel de l'Espagne n'est pas seulement une question intérieure, c'est un tremblement de terre géopolitique au ralenti. Les fractures culturelles du pays affaiblissent déjà son engagement envers l'Alliance occidentale, et si elles s'accentuent, l'Espagne pourrait devenir un handicap plutôt qu'un atout. Les États-Unis et l'UE doivent reconnaître cette menace avant qu'il ne soit trop tard. Cela signifie s'engager aux côtés des mouvements traditionalistes espagnols, non pas pour les soutenir, mais pour comprendre leurs doléances et empêcher qu'ils ne soient cooptés par des acteurs extérieurs. Cela signifie également renforcer l'importance stratégique de l'Espagne au sein de l'OTAN, en garantissant que son armée reste alignée sur les objectifs de l'Alliance. L'alternative est une Espagne qui dérive vers l'illibéralisme, sapant la cohésion de l'OTAN et donnant à la Russie et à la Chine un pied en Europe occidentale. Et si cela se produit, les conséquences ne seront pas seulement spirituelles, elles seront stratégiques. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le changement spirituel de l'Espagne ne se produit pas dans le vide, il est accéléré par un paysage politique national de plus en plus polarisé, instable et résistant au type de consensus technocratique qui définit la gouvernance européenne depuis des décennies. Le discours de l'establishment décrit l'Espagne comme une démocratie post-franquiste stable, un partenaire fiable au sein de l'UE et de l'OTAN, un pays qui a quitté son passé autoritaire. Mais ce récit s'effondre. La réalité est que le système politique espagnol se fracture selon des lignes qui reflètent son réalignement spirituel, et les conséquences pourraient être bien plus déstabilisatrices que Bruxelles ou Washington ne sont prêts à l'admettre. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La classe politique espagnole a passé les 40 dernières années à prétendre que la transition du franquisme à la démocratie était une rupture nette, un rejet définitif du passé. Mais c'est un mythe. La vérité est que la démocratie espagnole s'est construite sur une série de compromis tacites, l'amnistie des responsables franquistes, la suppression de la mémoire historique, le fait d'éviter de véritables comptes avec la guerre civile. Pendant des décennies, cela a fonctionné. Les deux principaux partis, le PSOE de centre-gauche et le PP de centre-droit, se sont succédés au pouvoir, maintenant une façade de stabilité tout en masquant les profondes divisions culturelles et idéologiques du pays. Mais cette façade s'effondre aujourd'hui sous le poids de ses propres contradictions. La première fissure est apparue en 2014 avec la montée de Podemos, un parti d'extrême gauche qui a explicitement rejeté le consensus post-Franco,
décrivant le système politique espagnol comme une oligarchie corrompue qui n'avait pas réussi à apporter de réels changements. Podemos n'était pas simplement un mouvement de protestation parmi d'autres, c'était un défi direct à la légitimité des institutions démocratiques espagnoles, et il puisait dans un profond mécontentement parmi les jeunes électeurs, les progressistes urbains et la classe ouvrière. Mais voici l'inconfortable Podemos n'a jamais été la véritable menace pour la stabilité de l'Espagne. La véritable menace venait de l'autre côté du spectre, des forces qui couvaient sous la surface depuis la transition, celles qui n'avaient jamais pleinement accepté l'ordre post-franquiste en premier lieu. Cette menace s'est cristallisée en 2018 avec la montée de Vox, un parti d'extrême droite qui adhère ouvertement à l'héritage nationaliste et catholique de l'Espagne, rejette le multiculturalisme et appelle à la recentralisation du pouvoir loin de la Catalogne et du Pays basque. Vox n'est pas seulement un mouvement marginal, c'est désormais le troisième parti au Parlement espagnol, avec 52 sièges au Congrès des députés aux élections de 2023. Plus important encore, cela remodèle le discours politique, tirant le PP plus à droite et obligeant même le PSOE à adopter une rhétorique plus dure sur l'immigration, l'identité nationale et l'autonomie régionale. Ce à quoi nous assistons n'est pas seulement un changement de politique, c'est un réalignement fondamental de l'axe politique espagnol, qui reflète le réalignement spirituel que j'ai décrit plus tôt. C'est ici que cela devient dangereux. Le système politique espagnol a été conçu pour empêcher précisément ce type de polarisation. La Constitution de 1978 était une classe magistrale de compromis, créant un État décentralisé qui accordait à la Catalogne et au Pays basque une autonomie significative tout en maintenant un gouvernement central fort. Mais ce système est désormais mis à rude épreuve. Le mouvement indépendantiste catalan, qui a atteint son apogée en 2017 avec un référendum illégal suivi d'une répression de la part de Madrid, a révélé les limites du modèle territorial espagnol. Le PP et Vox ont répondu en appelant à la suspension de l'autonomie catalane, tandis que le PSOE a tenté de tracer une frontière ténue entre conciliation et répression. Le résultat est une impasse politique qui ne montre aucun signe de résolution. À cela s'ajoute le fait que la classe politique espagnole est profondément impopulaire. La confiance dans le gouvernement est à son plus bas niveau historique, seuls 20% des Siards déclarent faire confiance à leurs politiciens, selon une enquête CIS de 2023. Les scandales de corruption, la stagnation économique et les conséquences de la crise financière de 2008 ont érodé la confiance dans les partis traditionnels. Les élections de 2023 ont été parfaites, le PP a remporté le plus de voix mais n'a pas obtenu la majorité, le forçant à former une coalition difficile avec Vox dans plusieurs régions, dont Valence et Murcie. Pendant ce temps, le PSOE, dirigé par Pedro Sánchez, s'est accroché au pouvoir en formant un gouvernement minoritaire avec le soutien de Podemos et de petits partis régionaux. Le résultat est un parlement fragmenté où aucun parti ne peut gouverner seul et où les extrêmes déterminent l'ordre du jour. Laissez-moi être, l'Espagne n'est pas au bord d'une guerre civile ou d'un coup d'État militaire. Mais elle entre dans une période d'instabilité prolongée, où les anciennes règles ne s'appliquent plus. Le scénario le plus probable à court terme est celui d'une série de gouvernements faibles et instables, avec Sánchez ou un leader du PP luttant pour maintenir ensemble des coalitions fragiles. Mais le véritable danger réside dans ce qui se passerait si le système s'effondrait complètement. Si la classe politique espagnole ne parvient pas à résoudre les profondes divisions culturelles et territoriales du pays, nous pourrions assister à un retour au type de polarisation au niveau de la rue qui a défini les années 1930 mais, heureusement, sans le même niveau de violence. Le discours de l'establishment à Bruxelles et à Washington est que les troubles politiques en Espagne ne sont qu'un incident temporaire, une phase passagère qui se résoudra une fois que l'économie se redressera et que la jeune génération aura atteint sa majorité. Mais c'est un vœu pieux. Le réalignement spirituel et politique de l'Espagne est structurel et non cyclique. Le pays est aux prises avec des questions d'identité, de souveraineté et d'appartenance qui dépassent de loin le clivage habituel gauche-droite. Et plus ces questions resteront sans réponse, plus les solutions deviendront radicales. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'Espagne ? Considérons 3 scénarios possibles. Le premier est ce que j'appelle le scénario « se débrouiller ». Dans cette version des événements, la classe politique espagnole parvient à masquer ses différences, formant des gouvernements instables mais fonctionnels qui maintiennent le pays à flot. Le PP et le PSOE continuent de dominer, Vox et Podemos agissant comme force d'opposition permanente,
tirant les partis dominants respectivement vers la droite et la gauche. La Catalogne reste confrontée à une crise latente, mais Madrid évite une véritable confrontation en proposant des concessions limitées. L'économie continue de croître, quoique lentement, et l'Espagne reste un pays théoriquement pro-UE et pro-OTAN. C'est le scénario qu'espèrent Bruxelles et Washington, le statu quo, plus ou moins. Mais ce scénario pose deux problèmes. La première est qu'elle suppose que la classe politique espagnole est capable de faire des compromis, alors qu'en réalité, les institutions du pays sont conçues pour empêcher cela. La seconde est qu'elle ignore les forces culturelles plus profondes en jeu. Le réalignement spirituel de l'Espagne ne va pas disparaître, il ne fera que s'intensifier à mesure que la démographie du pays évolue et que sa mémoire historique évolue. Le scénario de « s'en sortir » peut fonctionner pendant quelques années, mais il n'est pas viable à long terme. Le deuxième scénario est ce que j'appelle le « tournant illibéral ». Dans cette version des événements, le système politique espagnol devient de plus en plus autoritaire, le PP et Vox formant une coalition gouvernementale qui réprime l'autonomie régionale, restreint l'immigration et fait reculer les politiques sociales progressistes. Il ne s'agit pas d'un retour au franquisme, les institutions espagnoles sont trop fortes pour cela, mais cela marquerait un écart significatif par rapport au consensus d'après 1978. Nous en avons déjà eu un aperçu dans des régions comme l'Andalousie et Valence, où Vox a fait pression en faveur de politiques telles que l'abrogation des lois sur la violence sexiste et la promotion des valeurs familiales traditionnelles. Si cette tendance s'accélère, l'Espagne pourrait devenir la prochaine Hongrie ou la prochaine Pologne, un pays qui reste théoriquement démocratique mais où le gouvernement sape systématiquement les institutions libérales. Le troisième scénario est le plus proche du scénario de rupture. Dans cette version des événements, les tensions territoriales espagnoles atteignent un point d'ébullition, conduisant à une crise constitutionnelle, voire à une déclaration unilatérale d'indépendance de la Catalogne. Ce n'est pas aussi farfelu qu'il y paraît. Le gouvernement catalan a déjà montré qu'il était prêt à défier Madrid, et l'État de Sitges a démontré qu'il était prêt à recourir à la force pour maintenir le contrôle. Si la situation s'aggrave, nous pourrions assister à une répétition de la crise de 2017, mais à une plus grande échelle avec des manifestations de masse, des mesures de répression policière et potentiellement même des violences. L'UE serait contrainte d'intervenir, mais ses options seraient limitées. L'Espagne est trop grande pour échouer, mais trop divisée pour gouverner. Maintenant, je ne dis pas qu'aucun de ces scénarios n'est inévitable. L'Espagne est un pays résilient et sa population a fait preuve d'une capacité remarquable à s'adapter au changement. Mais le fait que nous discutions même de ces possibilités montre à quel point le pays s'est éloigné du consensus post-Franco. La vérité inconfortable est que le système politique espagnol n'est plus adapté à ses objectifs. Il a été conçu pour un pays qui n'existe plus, un pays homogène, catholique et uni dans son engagement en faveur de l'intégration européenne. Aujourd'hui, l'Espagne est diversifiée, laïque et profondément divisée. Et à moins que sa classe politique ne trouve un moyen de combler ces divisions, le pays pourrait se diriger vers une période d'instabilité prolongée. Alors que peut-on faire ? La première étape consiste pour les dirigeants espagnols à reconnaître que les anciennes méthodes ne fonctionnent plus. Le PP et le PSOE ne peuvent plus prétendre qu'ils représentent le pays tout entier, ils doivent s'engager aux côtés des forces qui remodèlent le paysage politique espagnol, même s'ils n'aiment pas ce que représentent ces forces. Cela signifie s'asseoir avec Vox et Podemos, non pas pour les légitimer, mais pour comprendre leurs griefs et trouver un terrain d'entente. Cela signifie également affronter la crise territoriale de front, plutôt que d'espérer qu'elle disparaisse. La Catalogne ne va pas disparaître, le Pays basque non plus. L'Espagne a besoin d'un nouveau règlement constitutionnel qui reflète la réalité du XXIe siècle et non les compromis des années 1970. La deuxième étape consiste pour l'UE et les États-Unis à cesser de traiter l'Espagne comme une puissance de second rang. L'Espagne est la quatrième économie de la zone euro, un allié clé de l'OTAN et un pont entre l'Europe et l'Amérique latine. Sa stabilité est cruciale pour la sécurité de la Méditerranée et la cohésion de l'Alliance occidentale. Mais trop souvent, Bruxelles et Washington ont pris l'Espagne pour acquis, estimant qu'elle serait toujours un partenaire fiable. Cette hypothèse n'est plus valable. Les États-Unis et l'UE doivent s'engager auprès de la classe politique espagnole, non seulement au niveau des dirigeants, mais aussi à la base, en soutenant la société civile,
En promouvant le dialogue et en veillant à ce que le réalignement spirituel et politique du pays ne le pousse pas dans les bras de la Russie ou de la Chine. La troisième étape consiste pour le peuple espagnol à exiger mieux de ses dirigeants. La classe politique du pays n'a pas réussi à aborder les grandes questions d'identité, de souveraineté et d'appartenance qui déchirent le pays. Mais les citoyens espagnols ne peuvent pas se permettre de rester passifs. Ils doivent demander des comptes à leurs dirigeants, exiger de vraies solutions et rejeter les réponses faciles proposées par les extrêmes. Cela signifie voter pour des partis qui proposent de véritables réformes, et pas seulement des discours vides de sens. Cela signifie soutenir les organisations de la société civile qui promeuvent le dialogue et la réconciliation. Et cela signifie reconnaître que l'avenir de l'Espagne dépend de sa capacité à trouver une nouvelle voie, non pas en s'accrochant au passé, mais en relevant les défis du présent. Voici en bas, l'Espagne est à la croisée des chemins. Son réalignement spirituel et politique s'accélère et le vieux consensus s'effondre. Les dirigeants du pays peuvent soit s'adapter à cette nouvelle réalité, soit s'en laisser emporter. L'UE et les États-Unis peuvent soit s'engager avec l'Espagne en tant que partenaire, soit observer sa dérive vers l'instabilité. Et le peuple espagnol peut soit exiger un avenir meilleur, soit se résigner à un avenir de division et de déclin. Les choix qui seront faits au cours des prochaines années détermineront la voie que prendra l'Espagne. Et les enjeux ne pourraient pas être plus élevés, pas seulement pour l'Espagne, mais pour l'ensemble de l'Alliance occidentale.